Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum Coup de théâtre à Abidjan, une semaine jour pour jour après l'acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la justice internationale de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Le président Alassane Ouattara donne feu vert au retour en Côte d'Ivoire de ses grands rivaux. Côte d'Ivoire, retour donc au pays de Gbagbo et Blé Goudé, quand, comment et surtout. Et alors, voilà le thème que nous abordons cette semaine avec nos invités, des personnes ressources que je vous présente tout de suite. D'abord, Lamine Billeri. Il est consultant, macroéconomiste, analyste financier et économique, consultant du groupe Astrophysics au Togo et en Afrique de l'Ouest. Bonjour, Monsieur Billeri. Bonjour, Monsieur Gilles. Consultant du groupe Astrophysics, qu'est-ce que c'est? Consultant, je représente le groupe au Togo et en Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans la sécurité en général. Dans la sécurité, les analyses stratégiques en matière de Non, sécurité? c'est-à-dire les matières de protection, c'est-à-dire les scanners au niveau des frontières, dans l'aviation et aussi dans les grands bâtiments publics, administratifs et privés aussi, les hôtels. Avec vous, maître Éric Emmanuel Sosa, il est avocat, on va dire un brillant avocat, le culotté qui a fait condamner même Bob Denard, le mercenaire. C'est intéressant peut-être de le rappeler. Vous avez même été conseil de l'État ivoirien, vous avez défendu l'État ivoirien contre la force Licorne devant les Nations Unies. C'est exact, oui. Un procès que vous avez perdu. Écoutez, il nous arrive de perdre de temps en temps. Il y a des causes qui sont indéfendables et difficiles à gagner. Donc, celle-là en faisait partie. Et pourquoi vous avez osé attaquer la force Licorne? Non, il faut dire les choses clairement. C'était un fait accompli. Il y avait eu un coup d'État le 19 septembre 2002 et les forces armées nationales de Côte d'Ivoire n'avaient plus la possibilité opérationnelle de dépasser Bouaké, qui était devenu une zone bloquée par les forces Licorne. Au nom de quel mandat, quelle légitimité et quelle base juridique a autorisé les forces Licorne à se retrouver là? C'était les forces françaises à se retrouver là. Après, elles se sont appelées forces Licorne. Une fois que on a trouvé un habillage juridique à la chose, mais bon, c'était comme ça que le coup d'État et la scission du pays a été matérialisée. Peut-être nous aurons l'occasion de reparler de ce sujet. Un troisième intervenant, si tout va bien, si la connexion nous le permet, nous serons en duplex de Guinée-Conakry avec Paul Amegampo, qui est le représentant résident du NDI Guinée. On va tenter de l'avoir au cours de cette émission. Et donc, comme je le disais en introduction, le président Ouattara a annoncé, c'était mercredi dernier, que messieurs Gbagbo et Blé Goudé étaient libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. On écoute le président ivoirien. On revient au plateau pour les débats. Comme vous le savez, la Cour pénale internationale a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous en prenons acte. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Maître Éric Emmanuel Sosa, cette annonce est-elle une conséquence logique de l'acquittement des deux hommes
par la justice internationale? Oui, mais écoutez, à partir du moment où ils ont été reconnus non coupables et que la justice internationale les a blanchis, il n'y a plus d'obstacle justifiable en dehors du politique à leur retour au pays. Bon, maintenant, je ne pense pas que le président Ouattara aura le cynisme, une fois qu'il les a invités à rentrer, tout frais payé, d'aller les embastiller à nouveau parce que, il aurait contre eux quelques griefs en reliquat parce que il y a des condamnations qui ont été prononcées en leur absence et condamnées par contumace. C'est toujours une condamnation qui est malheureusement une mauvaise et fausse condamnation parce que quand vous n'avez pas été là pour vous défendre, c'est facile de vous mettre sur le dos tout et n'importe quoi. Donc le procès qui a été fait... Les absents ont toujours tort. Oui, mais absent pourquoi? On savait où il était. Mais on lui a quand même fait ce procès en sachant très bien que s'il n'est pas venu au procès, c'est contre sa propre volonté. Et on ne l'a pas invité à comparaître, mais on a trouvé moyen de le condamner. Ça, c'est du cynisme. Donc je crois que on ne va pas rajouter du cynisme au cynisme. Maintenant, on va clarifier les choses en le laissant vraiment libre. Mais pour vous, donc, ça paraît très logique, alors que l'avocat du président ivoirien, Blay Meïté, avait déclaré entre-temps que si Gbagbo et Blé Goudé rentraient en Côte d'Ivoire, la prison était grandement ouverte pour eux. Écoutez, alors ça serait une autre pièce de la dramaturgie qui va se jouer. Bon, j'espère qu'on n'arrivera pas à cette extrémité qui va mettre le feu aux poudres. Sincèrement, parce que il y a des gens en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui ne laisseront pas faire cette forfaiture, parce que là, ça en sera une. Mais, Monsieur Billeri, que pensez-vous de cette annonce? C'est normal, c'est logique ou une faveur que le président Ouattara est en train d'accorder aux deux hommes d'État? D'accord. La lecture que je fais de cette annonce, je vais décliner ça en 3 points. Les 2 premiers sont d'ordre juridique, purement juridique. Le premier point, c'est après l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, la CPI, via son greffe, a notifié au gouvernement ivoirien la décision d'accueillir ces 2 détenus-là si jamais ils font la demande de rentrer chez eux. Premier élément. Deuxième élément, c'est constitutionnel. La constitution ivoirienne en vigueur dispose ceci. Les Ivoiriens sont libres de mouvoir dans tous les pays qu'ils veulent et de rentrer en Côte d'Ivoire librement. Article 21. Article 22. Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Donc, si Laurent Gbagbo ou Charles Blé Goudé sont libres de rentrer chez eux, on ne peut pas les empêcher de le faire. Troisième chose qui est beaucoup plus morale, c'est que le président Alassane Ouattara a pris un engagement public. Il avait été interviewé en mars 2019 et le 28 octobre 2020 par France 24 RFI, où on lui a demandé s'il avait un problème pour le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à Abidjan. Il a dit non, qu'il n'avait pas de problème, mais il voulait que la procédure à la CPI soit vidée de sa substance. Et que si jamais la procédure allait vers son cours et qu'on a un acquittement total, ces 2 personnes pouvaient rentrer à Abidjan. Donc, quand on superpose ces 3 niveaux de discours, on voit logiquement la déclaration que le président fait. On voit logiquement la déclaration que le président fait. Bon, maintenant, est-ce que c'est une faveur? Ils sont dans leurs droits. Ce sont des droits constitutionnels de rentrer chez eux. Est-ce que c'est une bonne chose? Assurément, assurément. Et en plus, ce que je voudrais rajouter, c'est que la déclaration est faite par le président Alassane Ouattara lui-même. Il aurait pu laisser son directeur de cabinet, Fidel Sarasoro, ou le Premier ministre, M. Hachi, faire cette déclaration. Mais il lit lui-même la déclaration. C'est un acte vraiment, vraiment fort pour dire « Ah, ces gens, ils sont libres. » Conformément à ce que j'ai dit et conformément à leurs droits, ils peuvent rentrer dans leur pays. Mais il y a une forme de surprise, non, maître Éric Emmanuel Sosa, parce que
on en était encore à faire des supputations si Gbagbo Blegoudé pouvait revenir au pays, quelle allait être la suite. Et Alassane Ouattara a pris tout le monde de court en faisant cette déclaration. Qu'est-ce qui l'a poussé? Est-ce qu'il y a eu des pressions derrière? Comment et pourquoi s'est-il finalement résolu à faire rapidement cette annonce? Non, en fait, surprise, je ne pense pas qu'il y en ait. Alassane Ouattara est un fin politicien. Dans son dernier gouvernement, il y a un portefeuille important qui a été confié à un ancien opposant et qui occupe le portefeuille de la réconciliation. Alors, au nom de la réconciliation, il a su tout de suite que le ton à donner, c'était de donner quelques gages à ses opposants les plus farouches. Et notamment, le FPI en est. Et en faisant rentrer Gbagbo dans des conditions totalement pacifiées, je pense que là, pour le coup, il gagne sur le terrain de la réconciliation, qui a été finalement son talon d'Achille pendant les 2 mandats. Il a réussi sur le plan économique quelques performances considérables, mais sur le plan de la réconciliation, il a toujours échoué. Donc aujourd'hui, Gbagbo va peut-être être l'allié pour achever le plan de réconciliation de la Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est plutôt de bonne intelligence politique qu'il a voulu profiter de l'occasion et ne pas trop traîner les choses, parce que maintenant qu'il est évident que, au moins au regard de la justice internationale, ils ne sont plus coupables de quoi que ce soit, pourquoi traîner encore? Pourquoi attendre de les faire entrer? Donc il a saisi la balle au bon, et c'est tout à fait finement joué politiquement. Je pense que c'est stratégiquement une opération de qualité, parce qu'il a pris tout le monde de court sur un terrain où personne ne l'attendait, justement. Et politiquement, Maître Sosa estime que le président Ouattara a bien joué. Ça peut être une porte de sortie très honorable pour lui, cette déclaration, M. Billeri. Oui, tout à fait. C'est un acte d'élégance politique. Ça a été vraiment élégant. Comme je le disais tout à l'heure, il fait la déclaration lui-même. Et il annonce que les dispositions seront prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie du statut de l'ancien président, que les frais de retour seront payés ainsi pour lui suite, et sa famille. Pour lui et pour sa famille. C'est un acte d'intelligence politique, comme le disait tout à l'heure Maître. Je suis de cet avis-là. Oui, mais il a déclaré qu'ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire, en parlant de Laurent Gbagbo et de Charles Blegoudé. Ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. C'est fort quand même. Et c'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition aujourd'hui pour le retour au pays de ces 2 hommes. Maître Emmanuel Sosa a tenté d'évacuer très rapidement les condamnations qui collent à la peau des 2 hommes. Mais sur le plan juridique, ce sont des tâches quand même qui restent. Est-ce qu'on peut considérer ces procès comme on peut les passer pour perte et profit? Vous savez, il y a plusieurs niveaux d'implication dans le camp. Et puis le camp ne peut pas être dissocié du comment. Ces 2 hommes vont rentrer en Côte d'Ivoire. Vous parlez tout à l'heure des procès qui les attendent Pas les procès, ils ont été déjà condamnés. Enfin, les condamnations qui les attendent en Côte d'Ivoire. Ce que je pense, et on ne le dit pas assez, c'est que ces condamnations-là, il faut voir les conditions dans lesquelles elles ont été faites. Parce que en 2000, que ce soit en 2011 ou en 2014, c'est-à-dire lors du transfert des 2 hommes-là à La Haye, c'est la chambre d'accusation de la Côte d'Ivoire qui décide de leur transfert à La Haye. Et donc, c'est le gouvernement ivoirien, l'État ivoirien, qui les transfère de l'autre côté. Maintenant, le Code de procédure pénale ivoirien dit une chose claire. On juge et condamne quelqu'un par contumace lorsqu'il s'absente sans raison valable. Est-ce que l'absence de ces 2 personnes-là était sans raison valable? Point d'interrogation. Donc, il va s'agir là de la régularité même de ces procès, de ces condamnations-là. Mais ensuite, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres niveaux. Il faut évacuer un certain nombre de sujets d'ordre administratif. Le président Laurent Gbagbo est ancien président de Côte d'Ivoire. Il bénéficie d'un statut. C'est une loi qui le dit. Il a droit à des allocations viagères immédiates qui auraient dû lui être versées depuis 2011. Est-ce qu'on va lui verser ça avant son retour ou après son retour? Il faut traiter de ces sujets-là.
Et sur le plan politique, est-ce que une négociation sera ouverte avec lui pour lui demander son retrait de la vie politique, avant ou après son retour? Et maintenant, quand on voit l'état d'éluquescence, si vous me permettez l'expression, dans lequel se trouve son parti, le FPI a deux camps. Le Front populaire ivoirien, oui. Le Front populaire ivoirien. Il y a EDS et puis il y a le FPI pro Affi-Guessan. Je me demande, quelle est la vision, quelle est la posture du président Laurent Gbagbo par rapport à ça? Est-ce qu'il veut rentrer tout de suite, réunifier son parti autour de lui en vue des prochaines échéances électorales qui a lieu dans 2 ans, si je ne me trompe? Donc tout ça, il faut pouvoir analyser correctement ces spécificités-là liées à ce dossier. Ces 2 hommes, c'est pas n'importe quel Ivoirien. C'est vrai, il y a des droits constitutionnels, la loi, ainsi de suite, mais la politique y joue beaucoup. Et avec beaucoup d'implications, beaucoup d'alliés dans le sujet. Je pense que toutes ces discussions-là se seront faites avec Laurent Gbagbo avant qu'il ne rentre. Mais les précisions, on les aura d'ici quelques jours, je pense. Maître Sosa, je ne veux pas faire l'avocat du diable, hein. Je n'ai pas de toge. C'est vous qui en avez. On n'a pas besoin, franchement. Vous savez. Mais si vous étiez avocat de Laurent Gbagbo, lui conseillerez-vous de rentrer au pays? Ça garantit, parce que dans son allocution, dans sa déclaration, le président Ouattara n'a pas fait allusion aux condamnations de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il ne serait pas prudent que le président se prononce sur cet aspect avant le retour au pays de ces hommes? Non. Alors, si j'étais son conseil, je lui recommanderais de rentrer le plus rapidement possible. D'abord, pour une raison simple, c'est que c'est un droit. Monsieur Biliri l'a rappelé tout à l'heure, la Constitution ivoirienne garantit à tout Ivoirien au moins de venir séjourner chez lui, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être condamné à l'exil. Alors, actuellement, il est condamné à l'exil. C'est bien le cas. Donc, on a violé son droit constitutionnel en le maintenant en exil. Donc, on y a mis fin. Il faut qu'il rentre. Et maintenant, si on a des griefs contre lui encore, eh bien, qu'on les développe et qu'on les apprécie. Mais il est là, en tant que citoyen ivoirien, jouissant de ses prérogatives d'ancien président de la République, comme son successeur l'a rappelé. Et ce n'est pas une faveur qu'on lui fait, ça fait partie aussi des droits constitutionnels qu'il a. Bon, même si c'est une loi organique qui a arrangé les conditions dans lesquelles les anciens chefs d'État sont traités, mais aujourd'hui, il doit en jouir pleinement. Oui, mais rentrer au pays, il n'y a pas de problème, sans doute. Attendez, vous voulez dire, il est libre de rentrer chez lui, mais en Côte d'Ivoire, il y a aussi des prisons. Oui, on vous dit rentrer à la maison, dans votre maison. Mais on n'a pas dit rentrer à la maison, on a dit de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des prisons. Non, mais attendez, il y a des prisons, mais en tout cas, de ce que je sais, la officiellement, par exemple. Officiellement, on est en train de réaménager sa résidence. On ne peut pas en même temps dire je suis en train de réaménager la maison qui a été détruite, mais quand vous allez venir, vous allez d'abord faire escale en prison. Non. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant que le président Ouattara dise un mot comme garantie, comme ça? Non, ces choses-là, je ne pense pas que ces choses-là se disent comme ça. Je pense que l'élégance politique, à mon avis, commande que on laisse rentrer Monsieur Gbagbo et que entre eux, ils se parlent et qu'ils trouvent un modus vivendi à 2. C'est-à-dire que, en fait, bon, ça, je ne suis pas dans la tête de Monsieur Gbagbo. Loin de moi, la tentation de spéculer sur ce qu'il voudrait faire ou ce qu'il ne devrait pas faire. Mais mon souhait, en tant que simple observateur, serait de voir Monsieur Gbagbo dans une autre posture qu'un homme politique ordinaire qui retombe dans l'arène pour faire encore le bras de fer avec les ouattaristes, les FPI, Gore et les autres. Non, je pense qu'il doit revenir en rassembleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il dispose d'une parole prétorienne qui lui permet de se situer vraiment au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire, en fait, porter la veste d'un Mandela et dire aux Ivoiriens, écoutez, on s'est fait mal, il y a eu beaucoup de choses
du sang a coulé, mais essayons ensemble de nous réunir pour travailler à notre avenir commun. Je pense, je le vois plus dans cette posture-là que encore le combattant qu'il a été contre Houphouët-Boigny ou contre Henri Conan-Bédier. Je le vois vraiment. D'abord, l'homme s'est assagi. Et le séjour carcéral est injuste. Et puis, bon, ce calvaire politique, cette traversée du désert, lui a donné une épaisseur à mon avis, beaucoup plus de profondeur dans l'appréciation des choses de la vie. On appelle ça de la sagesse tout court. Hein. Je crois que si, avec tout ça, il n'a pas pu en emmagasiner, il n'y a plus aucune occasion pour qu'il en ait. Donc, moi, ma vision de la chose, c'est que Monsieur Laurent Gbagbo rentre et qu'il se comporte comme finalement le grand-père de la nation. Lamine, Maître Sosa, pour lui, Laurent Gbagbo doit rentrer tout de suite. Il me semble qu'il a été entendu par l'ex-président ivoirien Henri Conan-Bédier dans une déclaration. Il s'est félicité de son acquittement et puis de la décision du président Ouattara de le faire revenir au pays. Et lui, il souhaite son retour dans les meilleurs délais. C'est ce qu'il a dit Henri Conan-Bédier. Oui, dans les meilleurs délais, parce que il a sans doute des éléments pour apprécier et pour faire cette déclaration-là. Mais du côté du président Laurent Gbagbo, il parle sans embâge. Hein. Il veut rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Il l'a toujours dit. Il a dit en plein procès qu'il veut rentrer chez lui après cette procédure. Il a dit après son premier acquittement. Il a dit récemment. D'ailleurs, il y a eu 3 annonces de son retour vers Abidjan qui ont été avortées. Donc ça veut dire que lui, sans ambiguïté, il veut rentrer dans son pays. C'est ça la logique. Maintenant, en politique, ce n'est pas forcément la logique ou les droits qui prévalent. Quand le président Bédier dit qu'il veut que Laurent Gbagbo rentre dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais, c'est dire qu'il a conscience qu'il y a un certain nombre de dossiers qui doivent être traités d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la posture du président Laurent Gbagbo à son retour en Côte d'Ivoire, c'est comme Maître l'a dit tout à l'heure, c'est un rassembleur. Et de toute façon, il n'a jamais été autre chose que cela. C'est son discours le plus marquant, c'est « asseyons-nous et discutons ». Discutons toujours. Ça a toujours été sa posture. Donc, je pense que c'est ce que le président Laurent Gbagbo fera. Et s'il n'est pas encore en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de sa volonté, parce que lui, il a toujours réclamé, il a toujours voulu, et sans ambiguïté, il a toujours dit « je veux rentrer en Côte d'Ivoire ». Et pour vous, qu'il rentre le plus rapidement possible, ça veut dire que vous escamotez le comment. Il me semble que ce voyage doit être minutieusement préparé. Oui. Bon, alors, il doit être minutieusement préparé. J'entends bien. Bon, il le sera sur le plan matériel, il le sera aussi sur les implications politiques que ce retour peut avoir. Mais comme disait Mandela, à qui on proposait la liberté contre le silence, il a dit non, je ne veux pas être en prison en étant dehors, donc je préfère rester ici. Bon, Mamadou Dia avait dit la même chose à Senghor bien avant Mandela, quand on lui proposait d'être sorti de prison pour se retirer de la vie politique, il a dit jamais. Donc, Laurent Gbagbo, tel que je connais le personnage, ne sera pas dans la posture de négocier son retour contre un retrait de la vie politique ou une espèce d'édulcoration de son action politique. Non, mais on imagine son retour va soulever des foules en Côte d'Ivoire. Mais forcément. Il rentre en héros. Il a été pris de la façon dont tout le monde a été témoin, envoyé pour être jugé, et finalement il revient blanchi. Mais écoutez, c'est un héros. Oui, mais justement, pour l'histoire, c'est pour cela que je pose la question du comment de son retour, parce que si on laisse les foules
se déchaîner? Est-ce que ça va, Bon, mais ça ne risque pas? Alors, on ne risque pas d'avoir des débordements. Est-ce qu'il faut le faire revenir en catimini? Bon, on va peut-être plaider le Covid pour, pour écarter les gens en disant bon, les mesures barrières ne permettent pas de laisser les foules. Bakayoko sont rentrés, on a vu des foules. Ça veut dire que Il y a des meetings il y a des meetings, il y a des concerts quotidiennement donc, organisés en Côte d'Ivoire. inévitablement, le retour de Laurent Gbagbo va mouvoir des foules. Inévitablement. Donc vous souhaitez un retour en pompe, parce que ça peut se faire aussi par la deuxième porte, en catimini. Oui, tout ça, il faut savoir. Alors, à ce moment-là, pourquoi? Si on veut le faire en catimini, pourquoi? Quel est le Pour bénéfice? éviter des débordements, Quel peut-être. débordement? Que les gens en liesse accueillent un chef d'État qui revient dans son pays après 10 ans d'exil, mais il n'y a rien en cela qui soit attentatoire à la paix sociale. Il n'y a pas forcément une présomption de trouble à l'ordre public à y voir. Ça s'organise, on met la force idoine présente pour encadrer et prévenir les éventuels débordements, et puis c'est tout. Quand l'équipe nationale revient avec une coupe, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des débordements, il y a même des bagarres. Mais bon, tout ça, c'est dans la bonne liesse, dans la bonne humeur et dans la liesse. Mais Lamine, comment vous entrevoyez ce retour? En pompe ou sans germe d'une couronne? Le président Laurent Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire en catimini. C'est-à-dire que je pense même pas que ce soit dans les traits de caractère du personnage. Bon, comme on l'a dit tout de suite, peut-être le personnage a changé. Atterrir sur l'aéroport en exécutant des pas de danse du Zouglou, comme il aime le faire. Oui. C'est-à-dire, il nous a habitués pendant longtemps à ça. Et donc, je ne vois pas... Et franchement, je trouve pas nécessaire qu'on organise ça autrement. C'est-à-dire, s'ils sont dans une posture de rassemblement, de cohésion nationale et de dialogue, je pense que ça doit être un instrument même pour attiser ça. Parce que dire aux gens, leur démontrer que non, ça va se faire autrement, c'est comme si on était en train de leur expliquer que quelque chose allait encore être politique et donc soustrait au peuple. Il faut laisser les choses se faire comme elles devraient être faites. Et puis, récemment, l'avant-dernière fois où il devait rentrer, quand il a fait l'annonce, on a vu des comités d'accueil qui se sont constitués à Abidjan et un peu partout en Côte d'Ivoire. Ils se sont constitués, les gens ont investi, les gens ont sorti des pancartes pour l'accueillir, c'est-à-dire des liesses. Et même bien avant ça, lorsqu'on annonce l'acquittement du président Laurent Gbagbo, on voit ce que ça fait comme bruit en Côte d'Ivoire. C'est impossible que... Mais je ne pense pas, comme Maître l'a dit, que ce soit attentatoire au principe de sécurité publique ou quoi que ce soit. Peut-être les mesures barrières liées à la pandémie, parce que nous sommes en pleine pandémie maintenant, et ça se propage très vite. Peut-être on penserait à ça, mais sur le plan... dispositif sécuritaire, non. La Côte d'Ivoire... En tout cas, en matière d'événementiel, il faut faire confiance aux Ivoiriens qui ont démontré par le passé, qui savent très bien le faire. On a vu ce qu'ils ont pu faire pour les obsèques XXL de... comment il s'appelle, Didier Rafat, même les obsèques de Ahmed Bakayoko, ça a été organisé de main de maître. Est-ce qu'il faut penser à une telle organisation pour Laurent Gbagbo, tout en sachant que le bénéfice lui reviendrait? Ou alors, on imagine le président Ouattara aller à l'aéroport accueillir Laurent Gbagbo, le tenir dans ses bras pour profiter de cette onction aussi, de cette popularité. C'est le plus improbable, mais si cela se produit, alors à ce moment-là, on assistera à quelque chose qui aura un caractère catastrophique. C'est-à-dire que, en fait, ce geste-là, je crois, va sceller quelque chose de sacré en Côte d'Ivoire. Je pense pour que Laurent Gbagbo ne profite pas lui seul de ce retour triomphal. Oui, mais écoutez, on a beau dire, lui aussi, Alassane Ouattara y est pour quelque chose. Et ce serait peut-être pour lui une façon de se dire, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait, parce que c'est moi qui t'ai livré à la CPI pour qu'on te fasse ce procès que finalement, nous avons perdu. Bon, maintenant,
je te demande pardon et je t'accueille en frère. Reviens, on va essayer ensemble de construire la Côte d'Ivoire. S'il arrive à le faire, ce serait quelque chose de tellurique. Bon, mais c'est une simple hypothèse. Ne nous faisons pas de la science-fiction. On est en politique politicienne à haute dose, en terre ivoirienne. Je ne pense pas que... Enfin... Moi, c'est un peu c'est ce que je sens. Qu'il aille à l'aéroport l'accueillir, les deux parades devant des milliers de foules, et comme ça, ce retour triomphal. Ce serait Mandela et Frédéric de Klerk ensemble, en train de danser. De danser ou de se lever la Coupe du Monde. Ou de se lever la Coupe du Monde de rugby. Oui, bon, ça, c'est vrai que ça... Mais là, il y avait un événement où la nation entière était réunie et ils ont scellé ça en symbolisant. Mais ici... mais ça participe quand même à la décrispation. Complètement, c'est pour ça que je dis que ce serait une catharsis totale s'il y arrive. Enfin, le il, s'agissant de Ouattara. Oui. Bon, mais je ne pense pas qu'il aurait lui-même ce courage-là. Je ne sais pas. Il ne faut pas non plus brader... certaines qualités ou aptitudes des hommes politiques comme ça. Il est capable de surprendre. Oui. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le retour de Gbagbo sera triomphal. Qu'on le veuille ou non, ça va mettre beaucoup de gens en liesse. Maintenant, il y a toujours un autre souci. On parle des victimes. Dans son discours, le président Ouattara parlait des victimes. C'est-à-dire que c'est toujours cela qui est le point noir dans l'histoire de cette crise post-électorale ivoirienne. On a l'impression qu'il y a une guerre civile, mais les victimes sont uniquement dans un camp. Donc, on a acquitté, mais malheureusement, les victimes n'y trouvent pas leur compte dans l'acquittement. Non, il y a eu des victimes des deux côtés. Nous sommes dans le camp, enfin, dans le cadre d'une guerre civile où, des deux côtés, il y a eu des gens qui ont pris des armes et ceux qui ont gagné ont nécessairement eu à prendre le dessus sur les autres. Alors, on prend le pouvoir comme ça en marchant sur des sacs de patates. Mais là, il n'y a pas un peu comme la justice, une justice pour les vainqueurs. C'est un peu ça ce qui s'est passé. C'est que la justice des vainqueurs. Donc, finalement, les victimes, il ne faut les trouver que dans le camp des vainqueurs. Et ceux qui ont été vaincus, eux, n'ont pas eu de victimes. C'est ça le problème. C'est pour ça que à faire tout le temps ce parallèle, à chaque fois, on déprécie le bénéfice politique qu'on tire de tout ce qu'on est en train de faire là. Oui, il est acquitté. Oui, il va rentrer. Bon, maintenant, c'est à lui qu'on va demander le compte des victimes, puisqu'on vient de dire que c'est pas lui. Il n'a rien à dire aux victimes. Mais il a ses victimes aussi dans son camp. Il va plutôt chercher à s'occuper d'eux. C'est pour ça que je dis que si on arrive, par une magie que parfois la politique en a le secret, à faire en sorte que et Gbagbo et Ouattara se mettent ensemble pour parler aux Ivoiriens de leur avenir et de leur présent, en disant que bon, on fait pas table rase, on ne le fait pas comme ça, on n'oublie pas tout ça par un trait de plume ou un discours plein d'émotions et de passion. Mais en disant aux Ivoiriens que nous devons apurer complètement, cet apurement, c'est-à-dire chacun prenant sa responsabilité. Mais ce n'est plus... C'est un peu comme Mandela l'a inventé, la commission réconciliation, justice et vérité. Il faut d'abord la vérité. Si la vérité n'est pas là, c'est en vain que vous cherchez la réconciliation. Et ensuite, la justice vient après. Mais la justice vient uniquement... Bon, ici, ça a été principalement pour, justement, indemniser les victimes. Principalement. Ça n'a pas été une justice pour rechercher des coupables nouveaux. Ça aussi fait partie du jeu. Et je pense que c'est plutôt de cette façon globale et holistique qu'il faut voir les bénéfices de l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Oui, mais vous faites bien d'évoquer la question des victimes, parce que j'avais une question là-dessus. Oui. J'ai lu dans les
sur les réseaux sociaux, certaines victimes se préparaient à une opération de désobéissance civile si le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est à prendre au sérieux ou... Écoutez, ça regarde les autorités ivoiriennes, le gouvernement et les forces de sécurité, et en tout cas le ministère de la Protection civile et le ministère de la Justice. La désobéissance civile, c'est une posture que parfois des citoyens adoptent pour des raisons politiques. Ça ne marche pas toujours, parce que si vous décidez de ne pas respecter les lois, il y a des conséquences. Elles peuvent parfois être très lourdes. C'est-à-dire, la vigueur de la loi peut vous atteindre de façon impitoyable et implacable. Là, il s'agit de l'intérêt national. On ne va plus encore venir dire « Moi, j'ai perdu une jambe, pourquoi quelqu'un doit être acquitté ?» Vous avez perdu une jambe, vous avez perdu un parent, vous avez perdu un enfant. Écoutez, la justice internationale vous dit ce n'est pas celui-là qui est le coupable. Ça veut dire que le coupable est ailleurs. Et donc, parce qu'il rentre, vous dites je vais désobéir. Bah, écoutez, non. Ça n'a pas de sens. Oui, justement, on pourra abonder dans le sens de mettre, ça n'a vraiment pas de sens. Parce qu'une crise, une guerre civile oppose deux camps, principalement. Un camp, le responsable du premier camp a été jugé et acquitté. Donc les victimes ne peuvent pas sauter sur cette occasion-là pour crier injustice. Si ça doit se faire dans les règles des procédures juridiques, il faut rechercher alors les vrais coupables, sachant qu'il y a deux camps, et que le second cas n'a pas été entendu, du moins juste entendu sur les faits. Mais non, au-delà de ça, si on ne veut pas poursuivre dans ce sens-là, je pense qu'il faut saisir l'occasion pour faire de la réconciliation la vraie, construire de la cohésion nationale. C'est-à-dire, j'insiste là-dessus parce que moi, depuis que je connais la Côte d'Ivoire, je n'entends que ça. Réconciliation, dialogue national, politique. C'est-à-dire, on ne peut pas passer un siècle à se réconcilier. C'est-à-dire, pour une population comme la Côte d'Ivoire, où 75% des gens ont moins de 40 ans, une population qui double tous les 25 ans, on ne peut pas passer toute notre vie, ils ne peuvent pas passer toute leur vie à se réconcilier, à dialoguer pour je ne sais quoi. Il faut trouver le moyen de se réconcilier. Et l'objectif, c'est de poser les vraies bases d'un état de droit. Les vraies bases d'un état de droit. La Côte d'Ivoire est un pays juridiquement, je dis les principes juridiques, les lois y sont. On éviterait beaucoup de problèmes, beaucoup de torts aux gens à respecter la loi. C'est ça l'enjeu, le vrai enjeu qui est là. Il faut respecter, il faut mettre en place un véritable état de droit pour enclencher le développement. Moi, je suis économiste, analyste financier. Quand je vois le potentiel de ce pays, la Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils ont comme potentiel, matière première, mais je vois que ce pays n'arrive pas à s'autosuffire sur le plan alimentaire. Ce pays n'arrive pas à soigner ses habitants sur place. Je me demande à quel moment la classe dirigeante, les hommes politiques s'asseyent pour bosser. Il faut quitter les dialogues. Bon, pour faire bref, je dis, cette occasion doit être saisie pour poser les vraies bases de la cohésion nationale et d'un vrai état de droit. Et qui dit état de droit parle surtout des contre-pouvoirs. C'est ça, en fait, un état de droit. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la spéculation qu'on fait, quel que soit le décryptage, quelle que soit l'analyse aussi juste qu'il soit, qu'on fasse ici, il n'y a pas de contre-pouvoir. Non, mais je suis tellement d'accord avec ce que dit Monsieur Lamine Biri, que en fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire le problème, les crises, appelons-les comme on veut, sont causées par quoi ou par qui? C'est les 4 papilles pachydermes dinosaures là qui sont toujours la cause des problèmes des gens en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Parce que allez voir dans les maquis en Côte d'Ivoire, mais les gens,
Ils s'en fichent. C'est un pays joyeux. C'est un pays qui a un dynamisme qui, à chaque fois, est très communicatif. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous rentrez dans n'importe quelle rue le soir, mais vous êtes transporté, vous êtes tout de suite dans l'ambiance. C'est un peuple qui peut rire de tout. Voilà, et ils ont un humour. Ils arrivent encore. Une chaleur humaine vraiment incroyable. Et justement, c'est le pays où les ethnies s'embrassent, s'interpénètrent le plus, donc partout sur la côte ouest de l'Afrique. C'est la Côte d'Ivoire où il y a les plus grands brassages ethniques. Et en plus, quand vous écoutez les chansons où on se moque, mais avec bonhomie des autres ethnies, sans qu'on prenne un coutelas ou un gourdin. C'est dans ce pays-là où on nous dit il y a des crises. Et quand vous creusez, c'est toujours parce que quelqu'un veut la chaise de l'autre. C'est toujours ça. Et ça a été le problème. Écoutez, la Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny était un pays prospère et en paix. Houphouët-Boigny a tout mis en œuvre pour que ce soit un pays en paix. Maintenant, ses enfants... Une paix peut-être avec des braises en dessous, hein, parce que cette crise ne peut pas être dissociée du long règne de Houphouët-Boigny sans préparation de son dauphinat. Voilà, c'était ça. Mais son dauphinat était préparé quand même, parce qu'il y avait... tout le monde pensait que ce serait Philippe Piassé. Non, Philippe Piassé, qui était président de l'Assemblée à l'époque. C'était lui qui devait prendre. Et puis, bon, les choses ont été faites de telle sorte que ça échappe à Piassé, on l'a écarté. Bon, et depuis lors, ça a commencé. Et Ouattara pensait qu'il allait être le dauphin, puis finalement, ça a été Konan Bédié. C'est depuis lors que la Côte d'Ivoire est rentrée en crise. Et le premier coup d'État, il a eu lieu contre Konan Bédié. Pourquoi? Parce que il y avait toujours larvé. On avait pensé que le coup d'État était fait par Ouattara, mais il n'y était pour rien dans le coup d'État de Gueye. C'était d'autres raisons qui ont amené les militaires. On a tout entendu sur ces coups d'État. Oui, mais donc vous voyez, et aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qui sont là. Laurent Gbagbo, il était déjà en politique avant même que nous ne naissions. Écoutez, quand même, il faut à un moment donné que tout ce monde-là prenne sa retraite véritable. Ouattara, il s'est représenté, il s'est offert un troisième mandat. Il l'a maintenant. Bon, maintenant, au moins, que ce troisième mandat lui serve à faire la réconciliation des Ivoiriens, et non plus à dire, à tirer l'eau chaude de l'eau froide, c'est vous qui avez été capable de ça, c'est vous qui avez fait ça. Non, il faut arrêter ça. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut laisser la jeunesse ivoirienne s'exprimer. Et il ne faut pas l'étouffer avec des histoires de réconciliation. On ne va pas passer 7 ans sur 100 ans se réconcilier. Non, c'est pas possible. Et pour boucler cette première partie, je voudrais quand même qu'on s'attarde un peu sur le sort du président Alassane Ouattara, qui traverse, il faut le dire clairement, une mauvaise passe politique ces derniers temps, avec la disparition en moins de 8 mois de 2 premiers ministres. On lui colle tout à la peau. C'est une occasion pour lui de rebondir finalement et de transformer cet acquittement de Laurent Gbagbo en une opportunité pour relancer sa, je ne vais pas dire sa carrière politique, mais le développement de la Côte d'Ivoire. Oui, son image, redorer son image, peut-être remettre dans le même sac un certain Guillaume Kigbari Forisolo pour que tout le monde atterrisse là-bas à l'aéroport d'Abidjan. Oui, vous faites bien d'évoquer ce personnage-là, Guillaume Soro, qui n'est pas le moindre dans la classe politique ivoirienne. Mais c'est vrai, c'est le président Ouattara a traversé un coup dur, c'est-à-dire 2 coups durs même, coup sur coup, en intervalle de 8 mois, perte de premier ministre. C'était un coup dur pour la Côte d'Ivoire et même la sous-région, même en Afrique, parce que les autres vont se demander, mais pourquoi est-ce que de hauts cadres, de hauts dirigeants, on les perd facilement à la tête des nations? Et surtout, la disparition d'Ahmed Bakayoko a été vraiment ressentie sur le plan national, surtout dans la classe politique. Et même international, surtout dans la classe politique, parce que c'était lui qui portait le flambeau de la réconciliation. Bon, enfin, je dirais pas la réconciliation, mais le trait d'union entre l'opposition et la majorité. Il avait cette facilité-là de discuter avec tout le monde.
et donc de rapprocher même les camps les plus opposés. Donc, saisir cette opportunité-là, oui, pour redorer son blason, je pense que le président a tout intérêt à le faire. Je parle du président Alassane Ouattara. Il a tout intérêt à le faire, à accueillir Gbagbo, Blé Goudé. Et en même temps, Guillaume Soro, il faut que ce cas-là se règle parce que l'état de droit, c'est bon pour tout le monde normalement. Tant qu'on ne peut pas garder en exil le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, on ne peut pas garder en exil Guillaume Soro. Mais je ne mets pas les trois personnages dans un même sac. C'est des situations différentes d'une personne à une autre. C'est pas vraiment la chose. Mais il faudrait que cette classe politique ivoirienne, Guillaume Soro est à la tête d'un parti politique, le GPS, qui a plus de 500 000 adhérents. 500 000 adhérents, enfin je parle d'un chiffre il y a un an, peut-être aujourd'hui il approche les 1 million. C'est un homme politique vraiment enraciné avec tout ce qu'il a eu à occuper comme poste dans son pays, Premier ministre, chef de guerre, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas bien qu'on garde ces hommes-là à l'extérieur. Ouais. On a besoin de ces hommes-là. On va continuer le débat sur Guillaume Soro, si vous le souhaitez, mais aussi un autre personnage, Blé Goudé, libéré au même titre que Laurent Gbagbo, qui doit revenir en Côte d'Ivoire aussi. Mais cela après une pause pour une nouvelle édition du journal. Pour la seconde partie, les téléspectateurs pourront participer en direct à ce débat en nous posant des questions à travers le numéro qui va s'afficher à l'écran. Tout de suite, donc, pour la seconde partie de New World Forum.